Terriblement changé. Tu ne vas plus à l'eau chaude. Tu la regardes plus, cette eau chaude. Tant qu'on l'a aimé, cette eau chaude, quand on était jeune, il fallait y aller à l'eau chaude. Il fallait se débrouiller avec l'eau chaude. Maintenant, on ne regarde plus l'eau chaude. On a tout. Le grand bassin des Ladres, tu étais assise, tu voyais tout autour, tu avais ces laveuses tout autour. Et ça existait, ça. Maintenant, tu n'as plus rien. Personne ne lave. Dans la rue de l'Horloge, tu ne pouvais pas circuler. Les gens se bousculaient pour passer. C'était impensable. Pour les enfants, notamment ce qui concerne l'ORL et certainement la dermatologie dont j'ai moins d'expérience, en tout cas pour les voies respiratoires, la cure c'est spectaculaire. Mais à Pascax, c'est le seul débouché qu'on a, les thermes. Les thermes et pour la station de ski, s'il y a de la neige. Avant, on disait, vous verrez un jour, vous verrez des skieurs passer avec des skis sur le dos, voire même des chaussures dans les rues d'Ax-les-Thermes. Les gens ne nous croyaient pas. Les gens qui vont venir visiter la ville vont se poser des questions et il va falloir leur apporter des réponses. Et pour apporter des réponses, il faut connaître le passé. Nous sommes au cœur des Pyrénées ariégeoises, dans la petite ville d'Ax-les-Thermes. Certains aiment l'appeler la ville qui fume, en raison des eaux chaudes qui remontent des profondeurs de la terre. Avec seulement 1500 habitants, Ax-les-Thermes vit depuis très longtemps au rythme des saisons. Thermalisme, ski, randonnée, nature et patrimoine. Mais cette ville nous intrigue. Qui est-elle vraiment ? À l'heure où commence cette histoire, Ax n'est qu'une sorte d'austère coin d'ombre du soleil. Jamais. Des sources froides, glacées. Bref, de quoi se plaindre de la vie? À se plaindre à qui? Au créateur de toutes choses qui campe là-haut dans son lit de nuages. Alors, on envoie une délégation auprès de Dieu. Je suppose qu'elle est montée par le pic de Rulle, dont on sait de notoriété publique qu'avec 2 ou 3 échelles, il mène à la porte divine. Dieu reçoit les édiles de la ville, écoute leurs doléances, se gratte un peu la tonsure, et puis finit par dire « C'est vrai, j'ai mal fait la distribution entre vous et la Côte d'Azur. Écoutez, compensation, un miracle vous attend, redescendez. » Mes Axéens descendent et trouvent là, dans leur rivière, ô miracle, de l'or. De l'or, des paillettes d'or, en veux-tu, en voilà, dans chaque torrent traversant la ville. Toujours est-il qu'on a pu, à ce moment-là, plonger à pleine poignée les mains dans l'or, tant d'opulence pour la ville. Seulement là où il y a l'or, le diable montre le bout de sa queue. Ça devait arriver. Arrivent les temps de discorde, de méchanceté, de jalousie de toutes sortes. Et ça arrive à l'oreille de Dieu. Et Dieu se dit, mais enfin, c'est pas possible avec ces Axéens quand même. Il va falloir trouver une solution. Et il décide de prendre les choses en main. Il soulève sa robe de nuage, il fait sonner ses souliers ferrés sur la caillasse et il descend là, lui-même, jusqu'à Ax. Arrivé là, il coupe l'arrivée d'or, histoire de régler le problème sur le fond, puis il cherche le diable. Il l'a trouvé, car il avait le flair pour ce genre de choses, du côté de l'église, là, à 2 pas. Voyez comme il était taquin. Il le prend par le fond de la culotte et le jette au fin fond d'un gouffre noir.
Et pour éviter que le diable n'en ressorte, eh bien, il a placé là-dessus un énorme rocher sur lequel, pour faire bonne mesure, les Axéens ont bâti la statue de la Vierge qui, depuis, elle fait comme toutes les vierges là-haut, elle attend. Voilà. Et alors, me direz-vous, et alors, le diable n'a pas voulu rester sous la roche. Et il a tout fait pour en sortir, à coups d'épaule, à coups de griffes, en tournant de toutes parts. Mais tout ce que le diable a réussi à faire, c'est à dériver les chemins secrets de l'eau qui passe sous la terre. Et c'est comme ça que les sources qui jaillissaient autrefois ici sont passées par les territoires du diable, où elles se sont chargées en soufre et où elles sont allées bouillir dans les marmites diaboliques pour arriver à présent, voilà, chaudes et chargées de soufre. Ça a fait la petite gloire et la belle richesse de la ville. Comme quoi, parfois, c'est au diable qu'on doit ses grands bonheurs. Certains aiment nous raconter des histoires qui font rêver, mais entre la légende et la réalité, il y a parfois une différence. Le nom d'Axe viendrait du latin aquae, qui signifie eau. Axe-les-Thermes a la particularité d'être situé sur une faille géologique, entre schiste et granit. Une goutte de pluie qui tombe sur ce massif met environ 10 000 ans à atteindre les profondeurs de la Terre. En remontant le long de la faille, elle se charge en éléments chimiques, tels que le soufre, et sort à une température proche de l'ébullition, aux environs de 80 degrés Celsius. L'histoire d'Axe est intimement liée à cette particularité géologique. Comme les eaux d'Axe, ce sont des eaux qui coulent depuis, je dirais, la nuit des temps. Évidemment, les hommes qui se sont installés ici ont vu tout de suite l'intérêt de s'installer là, des eaux chaudes qui coulent naturellement. Et il devait y avoir sûrement un côté un peu magique de cette eau chaude qui arrivait naturellement alors que l'eau de la rivière est froide. Donc il devait y avoir un contraste et il est fort probable qu'un culte des eaux se soit installé à l'époque antique. Axe-les-Thermes devient un vrai, alors je ne dis pas que c'était faux avant, mais devient un vrai bourg castral, c'est-à-dire un vrai village fortifié, attesté à partir du XIIIe siècle. Entre Axe et Mérens, il y avait une zone de passage qui est très probablement au lieu dit Runac, et là il y avait un péage. Et de ce péage, on sait qu'il y avait de riches marchandises qui passaient à l'époque médiévale, donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, de l'or, des épices, et on sait même le prix que l'on payait pour ces marchandises-là. Cela remontait très probablement d'Afrique du Nord, puisqu'il y avait aussi des chameaux. Il est très probable qu'à cette époque-là, l'essor d'Axe-les-Thermes est essentiellement dû à ce commerce. Mes ancêtres, à l'époque, dans les siècles derniers, il y avait des tisserands, il y avait des hôteliers, il y avait des foulonniers, il y avait des tonneliers, il y avait des cloutiers, il y avait des cardeurs de laine, puisqu'à l'époque, il y avait énormément de laine qui venait d'Espagne et de laine qui venait du pays et qui était traitée dans Axe à cause du bienfait des eaux. Axe-les-Thermes a toujours été une ville de passage entre la France et l'Espagne, une ville commerçante. Mais elle a également su utiliser, exploiter ses eaux chaudes à des fins thérapeutiques pour devenir une station thermale réputée. De toute façon, les sources d'eau chaude, il y en a plus de 70 qui sortent, enfin connues à ce jour, donc peut-être qu'à l'époque médiévale il y en avait beaucoup plus. Ce sont des eaux chaudes dont la température va entre 20 et quasiment 90 degrés. De l'eau qui coule à profusion comme ça, avec de telles propriétés, c'est évident que les gens s'en sont servis à cette époque-là. Voilà, enfin, n'importe qui l'aurait fait. Oui, les eaux chaudes, elles étaient à la fois domestiques, industrielles et médicinales. Domestiques parce qu'on faisait un certain nombre de plats avec l'eau thermale, on lavait le linge avec l'eau thermale. Industrielle parce qu'on foulait la laine,
et médicinale, parce que c'était depuis en gros le milieu du XVIIIe siècle, c'était une station thermale qui était en prise. Les vertus thérapeutiques, je pense que ça a été une découverte empirique. C'est-à-dire que très probablement les gens qui se sont intéressés d'un point de vue scientifique se sont aperçus, je pense, que les femmes qui faisaient la lessive dans cette eau-là, peut-être à l'âge avancé, enfin quand elles étaient vieilles, avaient probablement moins de problèmes rhumatismaux, d'arthrose, d'arthrite, que les femmes du village à côté où il n'y avait pas l'eau. Fin XVIe siècle, les eaux d'Axe sont déjà réputées. Ce sont des familles aisées qui viennent ici prendre les eaux, qui ont les moyens de venir, les moyens de séjourner. Donc il devait y avoir des auberges. De toute façon, il y a déjà un commerce qui est assez florissant. Le développement est dû, dans les années du XVIIIe siècle, la mi-XVIIIe siècle, grâce à Abraham Sicre, qui a fait le premier bouquin sur Axe. Après, il y a eu François Pille en 1787, et c'est eux qui ont lancé les eaux comme il faut, quoi, pour l'extérieur. Mais c'est vrai que l'âge d'or du thermalisme, c'est en gros les années 1850-1940, avec le casino qui s'ouvre, c'est 1904. Là, on est vraiment dans l'essor, l'âge d'or complet, juste avant-guerre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la belle époque. Il ne faut pas oublier qu'Axe-les-Thermes a été la première ville électrifiée, l'année de l'arrivée du train, la première ville à avoir l'eau courante dans les maisons en 1914 et dans les bornes fontaines, la première piscine de l'Ariège, 1948, les premiers tennis, 1930. Et ça a été, on a toujours été à la pointe il fallait attirer le touriste, quoi. Je vais vous dire, c'est comme mon grand-père disait à l'hôtel, soit c'est une mauvaise année, soit on a bien travailloté. Quand on avait bien travailloté, c'est qu'on avait fait beaucoup de sous. L'essor d'Axe, qui avant était simplement au Carrefour Les Vallées, qui était quand même la ville d'Axe, mais c'était une ville qui avait une vocation quasi essentiellement commerçante, plus les quelques éleveurs qui faisaient partie d'Axe. Donc c'est sûr que Axe, heureusement, a eu cette reconversion avec le thermalisme, avec l'arrivée du train, ce qui a métamorphosé Axe-les-Thermes et qui a permis l'avènement du thermalisme, c'est le train. On est la seule station thermale des Pyrénées à être en direct avec la capitale et Toulouse. Alors c'était assez amusant parce qu'une petite anecdote, à cette époque-là, c'était on va dire plus fréquemment les femmes qui venaient prendre les eaux, prendre le temps pendant que le mari travaillait. Voilà. Et ma grand-mère m'a raconté que ces dames qui étaient toutes seules pendant la semaine, prenaient du bon temps au dancing du casino, au salon de thé. Et le vendredi soir, les maris rejoignaient ces dames pour passer le week-end. Et ce train, les gens d'Axe-les-Thermes l'avaient surnommé le train des cocus. J'avais un curiste qui était venu, il s'appelait Monsieur Maillet. Il est venu pendant 14 ans. Et alors il me disait, Zizette, il m'appelait, pour moi, Axe, c'est Lourdes, c'est un miracle. Il arrivait avec un corset de plâtre qui lui tenait tout le corps. Il repartait droit comme un nid. Et quand il revenait avec son corset, ou plié en deux, il repartait,
Il disait, mais c'est formidable, comment je peux me tenir comme ça, et chez moi, je suis pliée en deux, sitôt que le moment de la cure arrive. Ça, c'était de bonnes personnes. On en avait comme ça des quantités. Ceux qui avaient des douleurs à la hanche, ils arrivaient, mon Dieu, c'est un miracle, ils me disaient, mais c'est un miracle. Moi j'ai fait des crises d'arthrose assez importantes. D'ailleurs j'ai subi une prothèse du genou droit. À la plus de terme de résultat, écoutez, je ne prends plus de paracétamol, je ne prends plus de choses pendant plus de 6 mois. Puis après, c'est vraiment très très bénéfique. Avant les années 1940, on vient à Axe pour prendre les eaux, prendre le temps, étaler son luxe, une mode souvent réservée à la bourgeoisie. Par la suite, la ville évolue, les thermes se développent, et désormais on vient pour se soigner et se soulager dans un parcours de santé organisé, contrôlé et remboursé. Pour la rhumatologie, ça va être toute la pathologie douloureuse et chronique de l'appareil locomoteur, que ce soit toutes les formes d'arthrose rachidien, des articulations périphériques, les genoux, les hanches, les mains, où on est très démunis en médecine en général, on a peu de choses à proposer. Vous avez parfois les séquelles ostéo-articulaires d'un traumatisme, les tendinites, et bien sûr aussi les maladies inflammatoires comme les spondylarthropathie ou la polyarthrite rhumatoïde en dehors des poussées inflammatoires aiguës. J'ai fait la cure pour le nez et c'est très efficace. Je pense que la cure est très efficace pour le nez, pour la gorge et pour les oreilles. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, pour les rhumatismes, je vais être peut-être méchant, je mets des doutes. Je pense que ça ne fait pas de mal, que ça soulage, mais ça ne guérit pas. Pour les voies respiratoires, vous avez donc toutes les infections récidivantes, aiguës ou chroniques de la sphère ORL ou pulmonaire. Donc au niveau du nez, ça va commencer par les rhinopharyngites chez l'enfant, rhinosinusite, les otites, laryngite, trachéite. Et au niveau pulmonaire, oui, beaucoup chez les personnes qui ont des suppurations bronchiques un peu chroniques. Les soins thermaux vont aider à stabiliser ces phénomènes-là. J'avais un petit-fils du côté de ma femme qui a été envoyé un jour avant l'opération par le chirurgien de Toulouse. Il a dit, pour vous mettre en condition pour que ça soit mieux, allez faire une curage terme. Je vous opérerai après. Parce que vraiment, vous êtes dans un état
où il vaut mieux quand même faire une cure pour améliorer la situation. Il est venu faire une cure, il a maintenant 60 ans et il n'a jamais été opéré. Et il avait 2 otites qui n'en revenaient même pas. Quand on lui a dit... Sur 4 ans, c'est donc la 3e année qu'on revient. Et dès le premier hiver, en fait, on a vu, alors surtout sur les enfants. Nous, c'est vrai que ça a bien fonctionné aussi, on était moins malades, mais alors les petits, ça a été radical. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient 3 ou 4 fois sous antibiotiques par hiver, et à partir du moment où on a commencé la cure, en fait, ils continuent à attraper des rhumes. Mais par contre, ça ne dégénère plus en otite, angine, bronchite, comme ça pouvait le faire avant, quoi. Donc, et le premier hiver, notre médecin s'est inquiété en disant « Vous venez plus me voir, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est vraiment impressionnant. Avant, j'avais toujours un rhume avec moi. C'est une image, mais j'avais toujours un rhume. Je devais toujours avoir des mouchoirs, me moucher tout le temps. C'était assez contraignant. Alors que là, il n'y a que, on va dire, 3 semaines qui sont assez contraignantes, mais tout le reste de l'année, t'es libéré, on va dire, un peu. Ouais. Après, nous, donc, c'est ça qui nous plaît aussi, c'est cette façon de se soigner naturellement, en fait, et quelque chose qui est alors un petit peu contraignant, c'est vrai, sur 3 semaines. Après, nous, en tant que Bretons, venir ici, c'est juste super chouette parce que on adore la montagne, et qu'en plus, dans l'année, on prend moins de médicaments, on est moins malade, et c'est un vrai bienfait. D'abord, la première des choses, c'est que la cure, c'est un traitement donc naturel qui a très peu, voire pratiquement pas d'effets secondaires, du moment qu'on respecte quelques contre-indications. Ils ont une meilleure capacité à gérer le stress aussi, parce que dans un monde où tout va aller de plus en plus vite, cette parenthèse thermale, je dirais, les 3 semaines, c'est un moment où on se pose, où on va pouvoir se repenser sa santé différemment. Peut-être remettre en route, souvent les gens mettent en route des activités qu'ils ont abandonnées, des activités physiques ou autres. Les curistes aussi, les soins occupent qu'une partie de la journée et le reste, je dirais, c'est aussi du soin quand on va dehors, quand on va marcher, quand on va découvrir, quand on va s'ouvrir un horizon qui n'est plus axé uniquement sur le symptôme et sur la maladie. Ça va apporter, même scientifiquement c'est démontré, des sécrétions hormonales positives pour le corps. Donc pour moi c'est également du soin. Et cette période de repos de 3 semaines dans un lieu de soins, on s'occupe de soi-même, on a le temps un peu de l'introspection aussi par rapport à ce qu'on fait et comment on le fait. Cette coupure avec la vie, elle est de plus en plus importante dans certaines maladies. On voit des gens de plus en plus stressés, de plus en plus avec des pathologies qui apparaissent. Tout ça, ça concourt à dégrader la santé, parce que le corps, faisant face à certaines choses, ne peut pas faire face à d'autres. Et donc la cure à ce niveau-là, cette pause, cette période de calme, de soins, de récupération est extrêmement bénéfique.
fait une sieste de temps en temps. Non, mais souvent on va se balader en montagne, on va visiter ce qu'il y a autour de Axe, à Orlu, le parc des Loups. On peut aller aussi au torrent, c'est vrai que c'est joli et puis c'est reposant. Et on va, quand il fait vraiment très chaud, des fois on va à la piscine, mais on fait pas mal d'activités dans la ville de Axe ou autour en fait. Génial comme vacances. Ce que j'adore faire, c'est voir des marmottes avec mon frère. Et l'après-midi, on sort, on va se promener. Quand il fait beau, on va se promener, on va marcher. On monte au sommet au rocher de la Vierge, là. Hein, c'est une bonne petite ascension qui fait du bien. On va visiter les églises romanes. Oui, romanes, je dis bien. On est allé voir les églises romanes. On va au pas de la Casse, évidemment, ça c'est obligatoire. Oui, ils allaient balader, oui. Mais le matin, il fallait qu'ils se lèvent aux aurores. Oui, ils allaient balader, mais il n'y avait pas de distraction comme maintenant, hein, ça c'est sûr. C'est clair. À part le cinéma, le casino, il a toujours marché l'été. Après, il n'y avait plus rien. Hein. Mais écoutez, à la période des champignons, il y avait des lessiveuses, Ils étaient en train de se faire les conserves pour l'hiver. Ah oui, il y avait qui se levaient de bonne heure. Alors, on leur disait, vous savez que c'est pas recommandé de s'en aller dans la fraîcheur, surtout pour les voies respiratoires. Oh, je disais. Moi, chez moi, dans ma famille, mon arrière-grand-mère, au mois d'avril, elle disait, il faut préparer les chambres parce que les Français vont arriver. Ce qui montre que c'était des étrangers et qu'on n'était pas en France. Moi, je dis qu'avant, maintenant j'en entends moins parler, mais avant, les personnes qui venaient, qui faisaient des cures pendant des années, 14 ans, vous vous rendez compte, c'était des gens qui venaient, ils étaient presque de la famille à force. Oui, et ben, j'en vois encore. Vous savez qu'il y en a qui viennent depuis longtemps, hein? Alors qu'en 1780, on dénombre 190 curistes, on en compte plus de 5000 en 1947. Dans les années 1990, le record est atteint avec plus de 10 000 curistes. Après la Deuxième Guerre mondiale, la création de la sécurité sociale et la reconnaissance de la cure par le monde médical vont considérablement favoriser les destinations thermales. Les expatriés des anciennes colonies françaises, comme l'Algérie, le Maroc ou le Sénégal, ayant fait fortune dans ces territoires en plein développement, venaient dépenser leur argent dans les stations comme Ax-les-Thermes. Je suis en cure, monsieur. Vous soignez quoi? Un rhumatisme sciatique. À votre âge? Mon nerf sciatique, à mon âge. Il n'y a pas que le vieux qui a des rhumatismes, même les jeunes. D'où venez-vous, madame? De Paris, monsieur. Vous faites la cure actuellement? Non, c'est mon fils. Il s'en trouve bien? Il s'en trouve très bien, oui, c'est sa 3e année de cure et il est très bien. Qu'est-ce que tu soignes ici? Je soigne la gorge, le nez et les oreilles. Et tu te sens mieux? Oui. La cure m'a déjà fait du bien parce qu'il y a 2 ans que je viens et je m'en trouve bien, c'est pour ça que je suis revenu une 3e, si je peux, je reviendrai une 4e. Il y a quand même actuellement dans les 6000 curistes à Axe, bon, il y en a eu beaucoup plus avant, enfin il n'y a pas longtemps, hein. En 89 il y en avait 11 000. Vous imaginez qu'il y a 40 ans, 50 ans, non seulement les soins étaient pris en charge, mais l'hébergement aussi. Et puis, c'était pas compté comme congé. Donc les gens faisaient et le congé et la cure. J'étais plein aux as. C'était une clientèle intéressante. Parce que dans tous les petits villages, comme Prades, je suis sûr qu'à Prades, à Montaillou, à Belquer, surtout à Prades, qui avait 80% de la population qui était en Algérie, au Maroc, surtout à Prades, c'était plutôt le Sénégal. Les viticulteurs de l'Oranie qui venaient au mois d'octobre, septembre-octobre, dépenser le fric de la vendage. C'était des gens qui avaient du blé, oui. Oh oui,
juillet et août, mon Dieu, août, surtout les voies respiratoires pour les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants et des parents qui en profitaient de faire la cure avec tous en famille, vous voyez. Mais là, juillet et août, ça donnait beaucoup. Hein. Parce que le matin, hein, oh là là, aux vapeurs dirigées là-bas, ils faisaient une queue à se battre. Il y avait eu du folklore. Et la famille qui profitait du samedi et du dimanche pour venir à Arles. Alors là, c'était la catastrophe. Les gens couchaient dans les autos en Castel. Il y avait du monde couché partout. Tout était plein à craquer. Alors on a passé une période, c'était vraiment un monde de fou. Alors il faut dire qu'il y avait une ambiance. L'orchestre à 11h pour l'apéro, au casino. L'orchestre à 5h pour le thé et jusqu'au repas de 19h. Donc imaginez l'allée des Couloubrés, parce que moi je l'appelle toujours allée du Couloubré, l'allée du Couloubré pleine de curistes, pleine de touristes. On était sur des bancs, on était à la terrasse du café du Couloubré, on était à la terrasse du casino, on était à la terrasse du Grand Café et on écoutait l'orchestre. C'était un mode de passe-temps qui était normal, quoi. Et c'était tous les jours. Les orchestres étaient loués pour la saison. Pour la saison. On danse dans la java, au bal-musette, aux accents traînants de l'accordéon. On se parle, on se bouscule et sans façon. Mais je voulais rire, eh bien, je comprends qu'on allait au casino et qu'on allait danser. Il y avait un parquet magnifique, en chêne, je me rappelle. Il y avait un très joli parquet. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après qu'on avait rodé les montagnes et on s'était crevé, on allait au casino. Allez, on faisait, pour la troisième, elle dit, qu'est-ce que tu vas te mettre? On va je vais te faire la robe. Bam, boum, boum, elle me faisait une robe. Une robe, elle me faisait une robe aussi. Allez hop, tu vas voir. Je vais me faire une robe. Allez hop, la robe était faite. On partait au casino avec les maris. Le vendredi soir, il y avait des soirées de gala qui finissaient à 3h du matin. Et ça, c'était... Il y avait des orchestres qui savaient nous amuser. On ne buvait pas. C'était la menthe ou la grenadine. Bon, ou alors si on était en groupe, c'était une bouteille de champagne, quoi. L'orchestre, il trouvait des jeux, c'était merveilleux. Ah, alors là, il y avait les locations. Toutes les maisons d'Anzac louées. Toutes les maisons. Vous voyez qu'il y avait un peu de place, quoi. Ils s'arrangeaient de faire un coin cuisine et une chambre. Il y avait beaucoup qui logeaient comme ça. Entre pensions de famille et hôtels, il y en avait dans les 25 à 30. Maintenant, vous pouvez les compter. Je crois que sur les 10 doigts de la main, ils ne sont pas. Il n'y en a pas 10. Tous ces hôtels devaient se mettre aux normes actuelles et ça coûtait trop cher et beaucoup ont fermé. Ben, il y a une époque où, dans le thermalisme, certains hébergements ont commencé à avoir le bidet dans la chambre. Après, ça a été le lavabo. C'est venu très progressivement les toilettes. Ça, c'est venu vraiment très souvent, cette difficulté de se loger correctement à l'époque. Et du coup, automatiquement, ça a aussi sélectionné des gens qui avaient l'habitude de vivre un peu comme ça chez eux. Et puis petit à petit, les gens, ils ne vont pas venir non plus vivre dans un endroit, trouver des choses tellement inconfortables, alors que chez eux, ils ont tout le confort. Hein. Donc tout ça, ça a évolué en parallèle maintenant un petit peu. Hein. Et là, d'un coup, il y a toutes ces résidences qui sont arrivées avec des hébergements normalisés, qui sont venus en concurrence avec des hébergements qui étaient peut-être de moins bonne qualité.
Et je crois que nos petits hébergements diffus se sont adaptés aussi. L'un dans l'autre, tout ça, ça fait une dynamique au niveau des hébergements et ça nous permet d'accueillir les gens mieux, dans des bonnes conditions et plus facilement. Depuis le XVIIIe siècle, Ax-les-Thermes évolue au rythme de la cure et de ses eaux chaudes. Il en résulte un patrimoine thermal incroyable, constitué d'établissements de soins, de bassins et de fontaines. En 1785, devant l'affluence des curistes au Bain-Fort, derrière l'actuel casino, il fut décidé de construire le premier établissement thermal, le Couloubret. Puis, début du XIXe, le Tech est le deuxième bâtiment à voir le jour. Le Tech, dans l'ordre chronologique de l'apparition des établissements thermaux, est le deuxième, puisque le premier c'est le Couloubret, le deuxième c'est le Tech. Alors il apparaît au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les eaux n'étaient pas forcément publiques, puisque chacun dans son jardin pouvait avoir des sources. Donc ce sont des familles à qui appartenaient les terrains qui ont récupéré cette eau. Donc c'était des sources qui arrivaient de derrière l'établissement que l'on voit actuellement. Et donc ces eaux étaient captées très sommairement dans des piscines collectives ou des petites baignoires individuelles. Pourquoi le XVIIIe siècle? Parce que c'est vraiment l'essor du thermalisme. Donc on est déjà, Ax-les-Thermes est déjà en retard par rapport à d'autres stations thermales des Pyrénées. Donc je pense qu'il y a eu un développement très rapide à cette époque-là des différents établissements et un peu une course à celui qui aura le plus joli établissement. Et donc l'évolution de ce bâtiment, c'est essentiellement de l'amélioration. On a couvert cette promenade qui était entre les deux bassins. On a fait une galerie intérieure où les gens pouvaient se promener. On le voit sur les photos du XIXe siècle, les cartes postales anciennes. Les gens sont à l'abri. Dans cette course à l'amélioration des établissements thermaux, bien sûr, c'était celui qui aurait les plus belles baignoires, c'est celui qui aurait la plus belle promenade. Et le Tech s'est doté très rapidement, et d'ailleurs c'était très à la mode à cette époque-là, d'un magnifique parc avec des essences d'arbres exotiques. Voilà, où on se promenait pour se reposer, parce qu'une cure thermale fatigue énormément. Et d'ailleurs, le parc du Tech est très réputé pour rendre les gens malades. C'est un fait, à chaque fois que ma grand-mère me disait « si tu vas au parc du Tech, prends une laine » parce qu'on ressort toujours avec un rhume. En fait, je pense que les arbres apportaient une telle fraîcheur avec leur ramification, avec la rivière qui est juste à côté, il devait y avoir un microclimat un peu trop frais et du coup, c'est vrai qu'on était souvent enrhumés. De son côté, M. Sicre, le propriétaire du grand et luxueux hôtel d'Espagne, fit élever dans les jardins de son hôtel le bel établissement du Breil, actuellement dans les jardins de l'hôpital. Enfin, en 1864, fut créé le dernier établissement thermal dénommé le Modèle. Aujourd'hui, cet établissement est associé à la résidence Le Grand Tétras, proposant ainsi un hébergement couplé à des soins. Seulement 5 stations thermales en France possèdent ce type de complexe, ouvert toute l'année. En dehors des établissements thermaux, il existe encore à Ax-les-Thermes 3 bassins ouverts au public, dont 2 très anciens. Le bassin de la Basse, petit et discret à côté du Couloubret, et l'incontournable bassin des Ladres, jouxtant l'hôpital Saint-Louis. Moi j'imagine le bassin des Ladres comme un lieu de vie très gai, très joyeux, où les gamins devaient batifoler, où on devait tomber, on devait rire parce que la lavandière s'est cassée la figure, etc. Ce bassin au Moyen-Âge, à quoi sert-il? Essentiellement à laver le linge, très probablement à se baigner, les gamins devaient y jouer, voilà. Bon.
Au XVIIIe siècle, visiblement, les lavandières gueulaient, il faut le dire tel quel, gueulaient un peu trop fort, se disputaient. C'était un lieu tel de vie qu'on s'y battait. Donc les filles se battaient, enfin les femmes de la population, pour quelle raison on n'en sait rien, mais ça crée un tel désordre dans la population, et surtout ça crée un tel désordre pour les messes qui se disaient à côté à Notre-Dame-des-Bains que le curé, le prêtre, s'en est plaint. En fait, la légende dit qu'il y avait des cabanes avec des filles de mauvaise vie qui accueillaient ces messieurs dans la cabane. Et donc, elles pouvaient prendre l'eau pour faire leurs ablutions après leurs petites affaires avec ces messieurs. À l'entrée de l'hôpital Saint-Louis, là, il y a la fontaine, la fontaine qu'il y a là. Et à côté, il y avait la grosse pierre, qui était la pierre pour tout ce qui allait tuer le cochon, les paysans, tout ça, qui descendaient. Et allez, c'était la fête, ils attrapaient le cochon sur la pierre, ils lui pichaient le couteau, le saignaient, et puis on allait le tremper dans le petit bassin qu'ils ont laissé. On le pelait, et puis il se l'emportait. La question que posent souvent les gens, vos bassins sont sales. Parce qu'il y a des espèces d'algues blanches. Eh bien, c'est tout le bonheur, c'est quand cette eau thermale se refroidit, c'est des archéobactéries qui font ça, et c'est toute la force de cette eau au niveau action thérapeutique. C'est vrai, les curistes, ceux qui arrivaient pour la première fois, des fois, mon Dieu, madame, mais ça ne vous gêne pas, cette odeur, ça ne... Mon Dieu. Bon, je dis non, je ne fais pas attention, quoi, j'étais habituée. C'est les premières inspirations qui sentent. Très rapidement, le soufre, l'odeur disparaît. Tout le monde allait chercher de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Il n'y avait pas de lave-vaisselle, tout le monde faisait la vaisselle avec l'eau de canon. Alors là, vous auriez vu après le repas de midi, tous les gamins avec eux. Oh là 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 là, mais seulement l'eau. Elle n'arrivait jamais pour faire la vaisselle. Et on allait chercher l'eau pour faire le café. Parce que l'eau, quand elle est bouillie, elle perd son soufre. Sitôt qu'elle est bouillie, elle perd l'odeur du soufre. Ça fait qu'elle faisait le café, elle la faisait bouillir, elle faisait le café avec cette eau chaude. Et puis il y en a qui se faisaient la soupe à l'ail. Il y avait l'ail, le pain. On n'avait pas beaucoup de pain. Et ils mangeaient la soupe à l'ail avec l'eau des canons. Moi, je ne l'ai pas mangé, c'est affreux. Affreux. Et voilà. Mais étant jeune, entre 15 et 20 ans, en principe, on allait, comme presque personne n'avait de douche ni de baignoire chez eux, eh bien, on allait se laver le dimanche matin au Tèche. Oui, alors ça, c'était un bain de propreté. Voilà. Et puis voilà, le client arrivait avec sa serviette, son savon sous le bras, et on lui préparait le bain, et voilà. Et il faisait sa toilette, là. Et pour les accents, c'était gratuit. Même si la ville a évolué et changé de visage,
elle est toujours restée dynamique et festive. La culture, les fêtes, le patrimoine et bien évidemment la station de ski sont autant d'atouts qui lui ont permis de se maintenir et de progresser. La fête qu'il y avait à Saint-Vincent, la fête locale, ça se passait au milieu du Bray. Mais il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant. Il veut du monde de partout, de fleurs, de parachutes, des cabanes. Hein. Tu avais la place tout juste un peu pour danser, devant l'orchestre un peu là au milieu, tellement que tout le monde était entassé. Quoi. La place vraie était noire, hein. Malgré le mauvais temps, hein. Parce que je ne vous dis que ça. Quand il neigeait, il neigeait. Il y a les cantonniers, on enlevait la neige pour danser, mais sur les bords, elle y était la neige. Et là, on avait des grandes bouillottes d'1,20 m, comme ça, qu'on remplissait à l'eau chaude et qu'on mettait sur l'estrade, tout autour de l'estrade, et sous les pieds des musiciens, pour qu'ils aient chaud. Et quand elles se refroidissaient, si nous faisaient signe, le comité, on allait les remplir et les remettre. Et puis c'était la fête, il n'y avait pas que sur le Bray, même dans les maisons, les familles se rassemblaient, la croustade du pays, les tripes, les tripouses et à l'avant. Ça marchait. Oh là 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 là. Alors là, c'était un repas extraordinaire. Hein. Bon, je me rappelle, alors, il y avait, elle commençait, elle faisait les hors d'œuvre, c'était beaucoup de charcuterie. Après, les grands-mères, elles faisaient du bouillon, la poule farcie. Mais il y avait un repas monstre. On mangeait, c'était fou ce qu'ils mangeaient à l'époque. On avait du pain, on avait de tout, avant la guerre. Et des desserts, alors les croustades. Oh, les femmes, elles faisaient des quantités de gâteaux, de croustades. Mais c'était dur comme des pierres, ces croustades. C'était, bon, je ne sais pas comment elles faisaient. Enfin, et alors, elle les distribuait, attention, hein. Elle se les donnait. Elle les donnait à la campagne, des unes, des autres. C'était incroyable. Tout ça, c'est... Mais ça fait loin, ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous vous rendez compte qu'avant, quand vous arrivez à fin octobre, jusqu'au mois d'avril, Arc était mort. Il n'y avait que un peu de passage, mais rien de... ne travaillait pas. Bon, très bien. Il faudrait revenir un petit peu à l'origine, donc jusque dans les années 50, on va dire, la ville d'Ax-les-Thermes vivait que du thermalisme. Juin, octobre. Et à partir de là, il y avait un maire qui s'appelait M. Paul Salette, qui a dit aux Axéens, bon, on ne va pas rester sans rien faire l'hiver, nous allons créer une station de sport d'hiver. Il y avait une rivalité politique dans le département entre, à l'époque, les socialistes et les radicaux, qui ne s'entendaient pas. Alors automatiquement, ils ont donné l'autorisation à condition que son projet soit moins coûteux. Et pour qu'il soit moins coûteux, il fallait qu'il parte du point le plus près de l'arrivée. Et lui, il a pris une option en partant du lieu dit Berduquette pour monter au Saquet, dont l'accès c'était 900 mètres, 2000 mètres, avec un téléphérique qui montait en 6 minutes. Ça, c'était en 1956.
Bon, alors mon grand-père avait, à l'occasion du téléphérique, de la campagne pour le téléphérique, il chantait sous les fenêtres des gens qui étaient sur la liste contre Salette une chanson avec son banjo qui était la suivante. Nous aurons le téléphérique, cet engin vraiment magnifique, nous mènera de Berduquet jusqu'aux cimes du Saquet. Mal bâtis, boiteux rachitiques, monteront comme les skieurs dans la voiture du bonheur. Les gens n'y croyaient pas à la station de ski. La première année de l'ouverture de la station, en 54, 55, il y a eu 2-3 hôtels ouverts. Économiquement parlant, pour la ville, ça a été un plus, puisque du monde est arrivé, surtout de la région toulousaine. Et que la station de ski a donné 2 saisons à Axe. Donc, pour les commerçants, 2 fois à prendre du fric. Quand ça a ouvert, c'était quand on arrivait à faire 1200 personnes le dimanche, mais c'était la folie, quoi. Le petit inconvénient qu'il y a eu pendant une dizaine d'années, c'est qu'on avait beaucoup d'attentes, et surtout le soir quand on rentrait. On rentrait, des fois, c'était 10 heures du soir, parce que les cabines étaient de 35 places, et quand il y avait 1000 personnes à descendre, à 35, même en 6 minutes, il fallait quand même un certain temps. Alors, ah ben, il y avait 3 téléskis. 3 téléskis. Un petit sur le plateau, un moyen, et puis alors le grand qui était tout à fait en bas là-bas, là il faisait pas très chaud. Et puis on a ouvert le Vallon des Campels par un télésiège en 58, une place, qui a des anecdotes exceptionnelles, puisqu'on mettait à peu près 20 minutes pour monter sur un siège, et quand il faisait froid, on nous mettait des couvertures dessus, c'était la grande époque. Et donc c'est un nouveau maire qui a été mis en place, et lui, il a pensé faire du plateau de Bonascre le deuxième accès sur cette station. En 2001, on est arrivé à ouvrir ce téléporté qui amène les gens à 8 minutes jusqu'à Bonascre. La révolution a eu lieu avec le téléporté, qui nous a amené des hébergements différents, des résidences touristiques. La première, ça a été Pierre et Vacances, il y a eu Néméa, il y a eu les Chalets d'Axe, etc., qui ont permis à la station de survivre, hein, parce que ce qui fait notre force, c'est d'avoir ces lits. Notre faiblesse, c'est de ne pas en avoir assez, de lits banalisés, de skis commerciaux, hein, pour la station de ski. Et le personnel, ça représente quand même 130 emplois dans la saison, avec emploi saisonnier. Après, il y a une trentaine de personnes qui sont à l'année. En économie induite, ça représente 500 emplois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Mais on a des projets pour la suite, hein, la jonction avec Mérens, Saoui, et peut-être autres. Hein, on a un projet à 10 ans. Mais voilà, déjà il y a ça. C'est quand même un axe très fort sur 10 ans. Donc, ce qu'on a connu à l'époque, je peux vous dire, c'était la galère. La galère. Et quand je dis la galère, c'est qu'on avait des gants en laine, c'était tout le temps trempe, on ne faisait que tomber. On avait des petits rouleaux comme ça, avec des pointes, et on faisait descendre. Chaque fois qu'on faisait en ski, on faisait ça, on damait ça, mais comme ça n'avait pas trop de poids, alors on faisait 5-6 passes pour qu'on puisse skier un peu. Donc c'est les gens qui damaient les pistes, quoi. En tombant, voilà, à force ça damait. Voilà, on était tout le temps dans la neige, c'était une... Si on revenait à l'époque, je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup moins de skieurs. Il n'y aurait pas besoin d'investir autant. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui apprend à faire du ski, il commence là, une fois qu'on lui aura appris l'ABC, on met les skis. En 2 jours, quelqu'un sait descendre une petite piste verte. Avant, il fallait combien?
Avant, c'était pas ça du tout. Il fallait presque une saison pour arriver à descendre une piste, quoi. Les gens, ils allaient au ski, mais ils ne voyaient pas qu'Axe était une station thermale. Alors, après, ça a valu le Couloubré, qui est monté en puissance. Combien il y a d'entrées au Couloubré? Il y en a plus de 100 000, quoi. 120 000, je crois, un truc comme ça. Et, donc, c'est des choses qui n'existaient pas à Axe. Il faut se rendre compte de la vitalité de la station maintenant. Et on s'aperçoit quoi? Que les gens qui viennent au ski viennent dans cette station parce qu'en même temps, ils regardent quoi? Qu'il y a un centre thermoludique. Alors il y a quand même le thermalisme, il y a le thermoludisme. Le thermoludisme qui est un atout indéniable, qui fonctionne très bien, qui marche très bien. Ils sortent du ski, ils vont se baigner, ils sont contents. Mais ce n'est pas des bains pour se soigner. Axe-les-Thermes, c'est une ville de montagne qui vibre au rythme des saisons. Détente et thermalisme, randonnée et balade en montagne, neige et ski, fêtes et patrimoine. C'est aussi une ville au passé riche et tumultueux qui a toujours su tirer son épingle du jeu. Elle se transforme, elle s'adapte, elle progresse, mais elle garde toujours à l'esprit un développement économique innovant et respectueux de ses populations. Le thermalisme pour un maire d'Axe, c'est un pilier essentiel de l'économie. On a 2 piliers, 3 piliers, dirons-nous plutôt. Le ski, qui a pris un petit peu le pas, et surtout au niveau de l'image. Les gens connaissent plus Axe 3 Domaines par les arrivées du Tour de France, mais surtout par le développement de la station de ski. Le thermalisme, qui rivalise à peu près en nombre d'unités. À peine on finit le ski, il y a le thermalisme qui monte progressivement en puissance, qui remplit nos hébergements et qui fait vivre tout notre territoire. Donc, économiquement, ça a un poids extrêmement lourd. Parce qu'il y a 3 catégories de gens à Axe. Il y a les curistes, il y a les skieurs et il y a les touristes. Les types qui ne viennent que pour la montagne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a la montagne autour et les gens ils viennent pour l'ensemble. Pour l'ensemble. Même certains papis, certaines mamies qui ont du mal à marcher, ils se régalent de voir les montagnes. Et ça, c'est important.
Donc grâce à ça, à nos 3 piliers de l'économie, certes c'est une économie saisonnière, mais qui fait le tour du cadran sur l'année. Je crois dans le thermalisme qui est quand même une médecine douce, qui a quasiment aucun effet secondaire si ce ne sont des effets bénins. On s'achemine vers une société où on sait qu'on aura de plus en plus de personnes âgées. Je crois à la silver economy et je pense qu'une carte maîtresse pour la prévention de la dépendance, ça peut être le thermalisme. Donc je pense qu'on aura toujours les curistes, avec des gens qui sont très attentifs à leur santé, qui vont vouloir rester jeunes, se dynamiser, pratiquer la randonnée, pratiquer la montagne, voilà, être dans la prévention. Donc je crois au thermalisme avec un avenir comme ça. Et j'y crois, fermement. Après, je n'ai pas trop d'inquiétude. Il faut juste maintenant se réinventer. Je pense qu'on est à une charnière de notre culture, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. Internet qui nous fait perdre beaucoup de liens entre nous. Donc Ax les Thermes devrait, je pense, miser sur ça, c'est-à-dire on est une ville connectée humainement, c'est-à-dire que quand les gens viennent ici, ils peuvent se parler. Il y a des écrins de verdure, le casino, une terrasse de café, le bassin des Ladres, où on peut se poser, parler, échanger, vous venez d'où, etc. Ax les Thermes, ça a été un passé riche, ça a été un passé mouvementé, c'est une histoire. Il faut vraiment que la personne reparte avec l'idée d'avoir appris quelque chose, voilà, d'avoir pu profiter, mais d'avoir aussi appris, voilà, dire je suis allée dans une ville qui a une histoire. Oh, que c'était bien tout ça. Non, c'était pas bien, mais on rigolait. On était jeunes, on se payait ces parties de rire. Eh oui, c'était le bon temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc la médecine, on se soigne pour vivre. Hein. C'est pas un fin en soi, je dirais. C'est un retour dans la vie. Notre ville change, notre ville évolue. Moi, je suis content de voir l'évolution de notre ville qui est avec un bon brassage de population. Il y a beaucoup de renouvellement, ça bouge. Il y a quand même une sacrée dynamique. Mais surtout, continuons comme ça. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Jusqu'à 65 ans, la retraite. Et puis je continue jusqu'à 80 ans. Oui, mais ma foi, je suis heureux d'avoir rendu service à beaucoup de monde quand même. Ax les Thermes, c'est un lieu où la mémoire et l'histoire ont une importance capitale, car elles transcendent les époques et relient les hommes entre eux. Si l'on prend le temps de s'arrêter un instant sur cette ville et ses habitants, on perçoit à travers leurs mots et leurs différents regards l'esprit de cette cité. Une ville sensible, une ville à fort caractère, une ville mouvante car en perpétuelle mutation. Nous sommes dans une station de montagne dynamique et humaine dont la force est de connaître son passé pour construire son avenir. Nous sommes en Ariège, dans les Pyrénées. Nous sommes à Ax les Thermes.
Merci.